Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 49 du podcast Ma Semaine Star Wars. Ça fait très longtemps, encore une fois, que j'ai pas enregistré d'émission. Puis c'est aujourd'hui que ça se passe. Puis aujourd'hui, on va voir une courte histoire qui se nomme L'avant-garde du contrebandier. Mais tout d'abord, comme je fais toujours, je vais vous faire un petit retour sur mes dernières semaines. Premièrement, j'ai reçu encore une fois quelques livres. Cette semaine, c'est surtout un recueil de comics de la Haute République et aussi un recueil de courtes histoires, encore une fois, de la Haute République. Donc, premièrement, le premier recueil que j'ai reçu, je dis recueil, mais c'est pas du tout le bon terme, là, c'est plus un trade paperback en lien avec des comics de la série Star Wars Adventure, la Haute République, de Monster of Temple Peak and Other Stories. Pourquoi que ça s'appelle And Other Stories? C'est que cette fois-ci, parce que c'est la deuxième fois qu'on sort ce trade paperback-là chez Dark Horse, mais cette fois-ci, ils ont pris le temps d'ajouter quelques histoires supplémentaires qui existaient dans d'autres comics, puis je crois que Dark Horse n'avait pas encore publié, parce qu'avant, il faut dire que la série des Star Wars Adventure était publiée chez IDW. Puis depuis quelques années, c'est Dark Horse Comics qui a récupéré ces comics-là. Puis dans les comics qu'il y avait eu au niveau de Star Wars Adventure 2020, dans le numéro 14, il y avait une des deux histoires qui était en lien avec l'ère de la Haute République. Donc c'est pour cette raison-là qu'ils ont décidé de l'inclure dans ce recueil-là. Puis en plus, c'est une histoire qui touche Laney Hill, qui se nomme Tales of Villainy, a Very Nihil Interlude. Donc, bien hâte de lire ça. Je ne suis pas encore rendu là, mais ça s'en vient très bientôt. Puis aussi, dans ce recueil-là, ils ont ajouté un spécial annuel The High Republic Adventures Annual 2021. Donc, c'est celui-ci qui est en supplémentaire, comme dans le considéré Other Stories. Sinon, évidemment, on a les 4 numéros de l'histoire de Monster of Temple Peak. Puis, bien content d'avoir ça. Et évidemment, j'ai commencé à lire parce que, comme je vous parlais dans les dernières émissions, j'ai commencé ma lecture de tout ce qui était les comics, les romans, les courtes nouvelles de la phase 1 de l'ère de la Haute République pour me préparer à la série qui arrive. Aujourd'hui, on est le 30 mai, puis c'est le 4 juin qu'on va pouvoir enfin commencer à écouter la série sur Disney+, The Acolyte. Donc, bien content d'avoir pris le temps de lire un petit peu de cette ère-là de la Haute République parce que j'avais absolument rien lu depuis le tout début que ça a été créé. Donc, on va voir ça. Là, ça va bien. J'avance un peu. Je vais vous en parler un peu plus en détail tantôt. Mais quand même, ce petit recueil-là, je ne l'avais pas puis j'en avais besoin pour justement avancer dans mes lectures. Sinon, mon autre réception, comme je vous le disais, ça se nomme Star Wars Insider, The High Republic Tales of Enlightenment. Simplement, ce qu'on retrouve dans ce recueil-là. Puis j'en ai eu d'autres publiés chez Titan. C'est comme, on dirait, c'est un peu le format en termes de grandeur là, des bandes dessinées européennes, là, comme les Tintins, tout ça. C'est quand même un grand livre. Puis à l'intérieur, ils ont récupéré finalement les pages du magazine Star Wars Insider qui avait publié ces histoires-là. Puis là, ils ont décidé de faire comme un recueil avec toutes les histoires d'une des périodes de l'ère de la Haute République. Cette fois-ci, je crois que c'est la phase 2. Donc, on recule encore plus dans le temps. On est rendu, si je ne me trompe pas, peut-être 350 ans avant l'ère des premiers films, La Menace Fantôme, tout ça. Donc, on a fait un autre bond de 150 ans en arrière à comparer de la phase 1 de l'ère de la Haute République. Puis, dans le recueil Tales of Enlightenment, c'est toutes des courtes histoires qui ont été écrites par George Mann. Puis comme je vous disais, c'est au niveau de la phase 2. Ça, je ne suis pas encore rendu là parce que je n'ai même pas terminé la phase 1. Donc, ça va aller à un petit peu plus tard pour ces lectures-là. Puis je ne sais pas encore si je vais tout de suite me lancer dans la phase 2 lorsque je vais avoir terminé la phase 1. Je vais peut-être prendre une pause puis aller lire d'autres choses dans l'univers de Star Wars. Je ne sais pas encore si ça va être légende ou canon, mais on va voir ça. Donc, je vais vous en reparler éventuellement. Autre chose que j'ai fait aussi dans mes dernières semaines, j'ai
évidemment avancé dans mes lectures. Comme je vous disais, j'ai eu le temps de compléter la lecture du roman Hors de l'ombre, qui était, je crois, celui-ci c'était un roman jeune adulte, si je ne me trompe pas. C'était quand même très bien, j'ai bien aimé ça. Ensuite, comme je vous le disais tantôt, je me suis lancé dans le premier numéro du comic The Monster of Temple Peak. Présentement, j'en ai lu juste un, donc je ne sais pas exactement ce que j'en pense pour l'instant, mais c'est quand même très intéressant. Puis finalement, j'ai aussi avancé beaucoup dans les autres comics The High Republic et The High Republic Adventures, qui est la série adulte de comics et la série plus jeunesse de comics. Mais je vous dis tout de suite, je dis la série jeunesse là, pour ce qui est de The High Republic Adventures, mais l'histoire reste vraiment très intéressante, puis j'ai pas l'impression... Il les considère jeunesse, mais je trouve que c'est quand même des bonnes histoires assez bien détaillées pour ce qui touche ça, donc je vous le recommande, là, c'est vraiment très intéressant. Puis présentement, j'ai commencé je sais pas comment que je peux le nommer, je crois que c'est le script d'un audio-drama qu'il y avait eu dans le passé, The High Republic Tempest Runner, qui est justement un audiobook qui ont décidé de sortir le script écrit dans un livre. Puis moi, je m'étais procuré ce livre-là il y a quelques temps parce que justement, je vais en faire la lecture. Je n'ai pas encore écouté l'audiobook. Éventuellement, je vais le faire, c'est certain, mais là, vu que j'avais le livre Tempest Runner, puis que j'étais rendu là dans la ligne du temps pour l'ère de la Haute République, ben, je me suis lancé là-dedans, puis j'avance quand même assez vite. Ça reste un audiodrama, donc ce qu'on a, c'est le script. Donc les dialogues avec un peu de description de l'atmosphère, du lieu où ce que la scène se passe. Quand même le fun à lire. C'était peut-être la deuxième fois que je lisais ce genre de script-là, puis j'aime quand même bien ça, puis ça donne le goût. Parce qu'on s'imagine un peu les échanges, tout ça, puis ça me donne plus le goût d'écouter l'audiodrama, donc je vais sûrement me le procurer éventuellement, puis écouter ça. Donc ça, j'achève. Je vous dirais que j'ai peut-être lu le 3/4, puis après ça, ben, on va continuer dans cette ère-là. Sinon, évidemment, comme la dernière fois, j'avance encore dans la série sur Disney+, de Bad Batch au niveau de la saison 2. J'ai écouté peut-être un 3-4 épisodes de plus depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, ou plutôt que je vous ai parlé. Puis ça reste encore intéressant, c'est le fun. Je vais bien tranquillement. Ce n'est pas quelque chose que je suis pressé d'écouter, mais ça reste quand même bien le fun. Sinon, avant de nous lancer dans la lecture d'aujourd'hui, je ne sais pas si je vous en avais parlé, je ne me rappelle plus dans les derniers épisodes, mais je suis en train de voir un peu qu'est-ce que je vais lire bientôt, après l'ère de la Haute République, de la phase 1. Puis, dans le passé, ce que j'étais en train de faire, c'est que je lisais... premièrement, pour le podcast, je lis la ligne de temps légende de Star Wars en partant vraiment de façon chronologique, du plus loin dans le temps, puis là, j'avance tranquillement sur la ligne du temps. Ça, c'est un projet que je continue parce que c'est vraiment un peu le sujet principal du podcast. Puis ça me permet en même temps de revisiter un peu des lectures que j'avais faites il y a longtemps, puis je trouve ça quand même le fun. Mais moi, de mon côté, quand j'avais commencé à lire l'univers légende de Star Wars, j'ai vu que j'avais tout de suite commencé en allant de façon chronologique. Il y a énormément de choses que j'ai pas lues qui se passent après les vieux films, là, A New Hope, Empire Strikes Back, puis Le Retour des Jedi. J'ai jamais rien lu qui se passait après ça. Donc, je pense que ce que j'ai le goût de faire, c'est de commencer à lire l'univers légende. En parallèle, là, je vais continuer l'ordre chronologique, comme je vous le dis, pour le podcast, mais pour moi, personnellement, je pense que je vais y aller, je vais repartir complètement du début, mais de façon, la publication des romans, des comics, des cours d'histoire. Puis comme ça, moi, ça va me permettre de voir un peu, de vivre un peu comment que les personnes avaient découvert Star Wars à l'époque, quand il existait juste le premier film, puis que là, il y avait un certain comic qui était sorti, que le monde avait juste ça, réécouter le film, lire les quelques comics qu'il y avait, puis de découvrir au fur et à mesure tout ce qui était créé, inventé de l'univers Star Wars Légende. On dirait que je trouve ça intéressant de le voir de cette façon-là. Puis en plus, ça va me permettre d'aller me promener complètement ailleurs dans la ligne du temps, parce que vu qu'à cette époque-là, on avait seulement que les 3 premiers films, ben les aventures se passent alentour de ces films-là. Donc, c'est un peu ce que j'ai le goût de faire. Puis évidemment, l'autre fois, je voulais prendre une pause de ma lecture de l'ère de la Haute République de l'univers canon. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je préfère? Ben, je vais commencer à lire
la première chose qui a existé en lien avec Star Wars, c'est-à-dire le roman Un Nouvel Espoir, qui était même paru avant la sortie du film au cinéma. Donc, c'est vraiment la première chose qui a existé. Puis, je me suis lancé là-dedans. Je l'ai lu très, très, très rapidement parce que ça reste des petits livres. C'est pas un énorme roman. Mais j'ai tellement aimé ma lecture. C'était la première fois en plus que je le lisais. J'avais jamais pris le temps de lire le roman du film. Puis, c'est vraiment juste excellent. J'ai adoré ça. Fait que j'ai encore plus le goût de continuer mes lectures dans ce sens-là. Évidemment, j'ai commencé aussi les comics parce que quand ils ont sorti le film au cinéma, on avait même eu, ben je dis, oh, moi, je n'étais pas encore né, mais à l'époque, les personnes avaient même pu se mettre la main sur des comics qui, justement, racontaient encore l'histoire du film, mais quelques mois avant la sortie du premier film. Donc, il y a peut-être 2 ou 3 numéros qui étaient sortis. Donc, j'ai commencé aussi à lire ces comics-là. Parce que moi, je pense que je vous l'ai déjà montré, mais j'ai le recueil en français qui se nomme Comics Star Wars, la série originale Marvel. J'ai les tomes 1 et tome 2. Le tome 3 est sorti, je ne me l'ai pas encore procuré, mais je vais faire ça bientôt. Bref, j'ai commencé à lire ça, puis c'est excellent. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis j'avance là-dedans tranquillement, puis évidemment, une fois que j'ai lu le roman, puis que j'ai lu les quelques numéros qui touchaient le film Un Nouvel Espoir, ben, je me suis lancé dans l'écoute du film Star Wars A New Hope. Là, je dis en anglais A New Hope parce que j'ai aussi décidé d'écouter tous les films et les séries qui vont suivre dans ma lecture que je vais faire là et mon écoute en anglais, juste pour me permettre de connaître ces films-là dans la langue originale parce que j'ai jamais pris le temps d'écouter les vieux films en anglais. Puis je pense que ça manque vraiment parce que des fois, j'entends des extraits sonores de moments clés dans les films, puis je les reconnais même pas parce que je ne l'ai jamais écouté en anglais. Donc je me suis dit, je vais y aller en anglais. De toute façon, je comprends très bien l'anglais, j'ai pas de problème avec ça. Puis je trouvais que c'était une bonne idée, puis ça allait faire changement. Donc, c'était ça mon retour des dernières semaines. Puis là, ben, maintenant, on perd pas de temps, puis on se lance tout de suite dans nos lectures d'aujourd'hui. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Bon, aujourd'hui, on va, avant de se lancer dans notre courte nouvelle, on va faire juste un petit retour rapide sur le journal de Maître Gnos Dural qu'on avait commencé à voir dans les derniers épisodes. Puis cette semaine, on va voir le chapitre 8. Juste avant, on va faire un petit résumé vite de qui a créé ce journal-là de Maître Gnos Dural. L'auteur, c'est Rob Chesney. Évidemment, c'est un journal qui est considéré in-universe, donc dans l'univers légende de Star Wars, comme si, justement, le Maître Jedi Gnos Dural avait écrit ces pages-là. Puis on a aussi droit à l'intérieur des annotations faites par une autre Jedi, Satali Shan, qui a évidemment de temps en temps annoté certains passages de ce journal-là. Le journal a été publié par Chronicle Book le 20 décembre 2011. Puis encore une fois, comme je vous l'avais dit, c'est un bonus. C'est ajouté en bonus, si on veut, à l'édition collector du jeu massivement multijoueur Star Wars The Old Republic. Donc le chapitre 8, cette semaine... rapidement, mais le titre du chapitre 8, c'est le blocus mandalorien. Donc, ça va être quelque chose en lien avec les Mandaloriens de cette époque-là. Rapidement, ce que ça dit, c'est qu'il y a des rumeurs présentement qui parlent d'un nouveau Mandalore, un guerrier ayant su conquérir le respect et l'allégeance des Mandaloriens, mettant sur pied une armée sur la planète Geonosis. Là, Maître Gnos Dural, il réussit à convaincre le Conseil Jedi de l'envoyer sur place pour mener une enquête. Puis là, on a la venue d'un nouveau Mandalore qui inquiète énormément car il pourrait réussir à demander aux Mandaloriens de s'unir avec les Impériaux contre la République. Puis là, après ses recherches sur Geonosis, Gnos Dural suppose que les services secrets impériaux ont réussi à orchestrer certains événements dans le but de faire émerger un nouveau Mandalore et de s'assurer de son allégeance. Puis là, on voit qu'il y a 3 ans, dans le passé, après la défaite des Impériaux sur Alderaan, on l'avait vu dans une petite vidéo du jeu, les services secrets auraient envoyé leurs meilleurs agents pour sillonner les arènes de Geonosis et trouver le candidat idéal pour leur plan.
les Impériaux lui auraient promis à ce guerrier-là de lui apporter la gloire en échange de son allégeance. Donc, à ce moment-là, le jeune Mandalorien, il va réussir à devenir le meilleur guerrier que Geonosis a connu depuis plus d'un siècle. Là, on va le voir qu'il va, il va affronter et vaincre plusieurs ennemis et plusieurs créatures dangereuses. Par la suite, il fut défié, évidemment, par d'autres guerriers mandaloriens qui voulaient sa place, qui voulaient aussi prouver qu'il était plus fort que lui, mais évidemment, ils se sont inclinés devant lui. Puis là, à partir de ce moment-là, on a eu comme plusieurs rumeurs qui circulaient que les combats devaient sûrement être truqués. Puis c'est probablement que les combattants étaient drogués à leur insu, ceux qui confrontaient, si on veut, ce jeune-là mandalorien, qui aurait été drogué à leur insu par les services secrets impériaux. Mais évidemment, après quelques temps, les rumeurs ont été comme oubliées. Puis maintenant, la foule acclame le champion Mandalore. Puis, bref, les Impériaux ont comme réussi à le rendre populaire, puis invincible, puis tout ça. Donc, je pense que leur plan commence à fonctionner très bien. Puis là, avant d'être contraint à la retraite, parce que là, évidemment, il n'y a plus personne qui est capable de le battre, c'est tout le temps lui le meilleur. Bien là, le jeune Mandalore décide de renoncer lui-même à combattre dans l'arène et il annonce qu'il voudrait comme un nouveau défi. Puis le défi, pour qu'il puisse le faire, ça nécessite une armée. Puis là, il décide d'appeler les Mandaloriens de la galaxie entière à se joindre à lui pour fonder une communauté. Puis là, évidemment, il y a des milliers de Mandaloriens qui répondent à son appel. Puis là, on voit que quelques années plus tard, environ peut-être 3 ans, les Mandaloriens rassemblent une petite armada et établissent un blocus sur la voie idienne. Puis là, le blocus prive la République d'une route vitale, puis il est maintenant impossible d'acheminer des ressources de la bordure extérieure vers les mondes du noyau ou d'envoyer du matériel militaire. Là, même qu'on voit qu'il y a 3 ans, la République aurait pu facilement se débarrasser des Mandaloriens, mais pas maintenant, parce qu'ils ont été grandement affaiblis suite à une défaite qu'ils ont eue sur la planète Hoth. Ça, on en voit un peu plus de détails, même que c'est annoté par la maître Satali Shan dans le document un peu qu'est-ce qui s'est passé. Mais on apprend en tout cas que là, maintenant, l'armée de la République a été affaiblie suite à cette défaite-là. Puis là, les Mandaloriens voulaient provoquer les Jedi à un affrontement. Puis ils n'ont eu aucun autre choix que d'y répondre, évidemment, la République. Évidemment, les Jedi ont subi ensuite une humiliante défaite vu qu'ils n'avaient pas les ressources nécessaires. Par la suite, des révoltes se produisent un peu partout lorsque les peuples apprennent la défaite de l'attaque du blocus et même qu'il y a des rumeurs de famine dans les bas quartiers. Ça ne va pas vraiment bien pour ce qui est de la République présentement. Finalement, le blocus réussit à être brisé par un groupe de contrebandiers en quête de profit, évidemment. Puis à sa tête, il y a une jeune Miri Alan appelée Ilo Viz. Puis ça, c'est une contrebandière. Puis on va justement en entendre parler un petit peu. C'est le personnage qui va être à la tête, si on veut, de notre courte histoire qu'on va voir tout juste après. Évidemment, la bataille fut acharnée. Ilo et ses hommes ont dû se surpasser, mais la République et les Jedi envoyèrent des chasseurs sur les lieux et les Mandaloriens durent finalement concéder la victoire. Puis là, je me suis mal lu parce que j'avais pris une note, puis ce que j'ai dit, c'est que Ilo et ses hommes ont dû se surpasser, mais c'est pas ça du tout. C'est Ilo et ses hommes furent surpassés, donc ils n'étaient pas capables de vaincre... de bloquer, si on veut, la bataille du blocus, mais la République, en voyant qu'il y avait l'attaque des contrebandiers, ont décidé de leur porter main forte avec ce qu'il y avait de force. Puis là, ils ont réussi enfin à vaincre les Mandaloriens. Par la suite, on apprend que le jeune Mandalore a été tué et remplacé. Mais là, évidemment, la République ne sait pas si le nouveau Mandalore, s'il y a vraiment un nouveau Mandalore. Puis en plus, est-ce que c'est toujours le pantin de l'Empire? Bref, on ne sait pas trop ce qui se passe avec tout ça. Fait que c'était comme ça que le chapitre 8 se passait. C'était vraiment comme un gros résumé des événements en lien avec les Mandaloriens pour justement, j'imagine, les inclure dans le jeu massivement multijoueur. Fait que c'était quand même
Je crois qu'il y a eu beaucoup d'informations sur l'implication des Mandaloriens dans la guerre entre l'Empire et la République. On a vu vraiment de quel côté ils étaient, de quelle façon ils se sont mêlés de toute cette histoire-là. Puis évidemment, je suis sûr que c'est encore dans le but de préparer les joueurs au MMORPG, parce que c'était un peu ça le but de ce journal-là. C'était quand même super intéressant. Puis, tu sais, avec quelques liens qu'on peut faire avec, comme je vous disais, la prochaine nouvelle qu'on va justement lire dans quelques instants. Puis, je trouve que le chapitre 8, c'était un bon chapitre de ce petit journal-là. Donc, évidemment, je vous le conseille. Si vous avez la chance de mettre la main sur ça en anglais ou en français, ça reste très intéressant. Puis, je ne sais pas si je l'ai mentionné l'autre fois, mais les dessins à l'intérieur du livre sont quand même très beaux. C'est des petites œuvres d'art. C'est très intéressant à voir. Donc, je vous le conseille. Maintenant, notre sujet pour aujourd'hui principal. Le titre, c'est L'avant-garde du contrebandier. C'est écrit par Robert Chesney. Ça avait été publié sur StarWars.com le 25 mars 2010. Puis les événements de cette nouvelle-là se passent 3660 ans avant la bataille de Yavin. Puis ça focus vraiment sur la Miri-Alan contrebandière Iloviz. Puis évidemment, encore une fois, cette nouvelle-là, c'est en lien avec le jeu MMORPG The Old Republic. L'histoire commence, on a la contrebandière qui se dirige vers la planète Corellia à bord de son vaisseau nommé la Toison Écarlate. Malheureusement, je n'ai pas noté en anglais c'est quoi le nom du vaisseau parce que je trouve la traduction française Toison Écarlate un peu particulière, pas certain que j'aime ça. Mais bon, c'est pas grave, c'est un petit commentaire comme ça. Elle transporte des marchandises onéreuses et 2 passagers en provenance de la planète Nar Shaddaa. Puis là, ces passagers-là sont en fait Musk et son partenaire, un Wiki, puis c'est 2 mercenaires. Évidemment, ces mercenaires-là ont un patron, puis le patron se nomme Barga le Hutt. Puis le Hutt a décidé de les envoyer comme escorte dans le but de s'assurer que Hilo ne tente pas de les tromper parce que la mission, si on veut, ou le contrat que Hilo est en train de faire, ben c'est justement, ça a été donné par ce Hutt-là. Puis lui, il a tout simplement décidé d'envoyer 2 de ses mercenaires pour s'assurer que tout se passe bien. Là, on voit que le mercenaire Musk essaie d'impressionner Hilo en lui racontant plein d'histoires, dont une qui parle comme quoi que ce serait lui qui aurait orchestré une espèce d'attentat, si on veut, contre la cantina Star Cluster, une des plus fameuses opérations de vol d'un casino. Mais l'opération est beaucoup délicate pour avoir été faite par lui. Ça, c'est ce que Hilo pense. Puis, tu sais, elle le trouve complètement absurde. Tu vois que déjà, quand que Musk lui parle, elle fait juste rire de lui. Elle le trouve vraiment imbécile. Là, au moment où ils sortent de l'hyperespace, ben, la sécurité corélienne la contacte et lui demande de transmettre son identité et ses codes d'accès. Puis là, Hilo est on apprend un peu que Hilo est très superstitieuse dans la vie. Là. Puis là, elle s'emporte lorsque Musk lui demande s'il peut couper le générateur de propulsion. Puis parce qu'elle, évidemment, pourquoi elle s'emporte juste à cause de ça? T'sais, on s'entend qu'il n'aurait plus en avoir besoin. Là. Ils sont rendus à destination. Mais, comme je le disais, Hilo est très superstitieuse, puis elle croit que cela porte malheur, tant que le travail n'est pas complété, d'arrêter le générateur de propulsion. Donc, c'est pour ça qu'elle pète une coche envers Musk. Puis là, après ça, on va avoir comme un passage un peu où on en apprend un peu sur le passé de Hilo. On voit qu'elle a vécu presque toute sa vie sur la planète Nar Shaddaa, mais en fait, elle est née sur la planète Balmorra. Puis là, son père, lui, était concepteur de droïdes jusqu'à ce que, évidemment, la guerre éclate. Puis là, cette planète-là a été prise sous les feux impériaux. Puis c'est à ce moment-là que sa mère et elle ont dû fuir la planète avec d'autres réfugiés. Puis ils se sont retrouvés plusieurs semaines plus tard sur Nar Shaddaa. Puis là, en plus, pour en ajouter à tous ces malheurs-là, ben, sa mère tombe malade. Puis elle meurt quelques temps après ça. Puis ensuite... Hilo s'est mis à fréquenter un gang composé d'orphelins des rues, puis on voit qu'ils volaient, ils escroqueraient pour leur survie. Puis là, plus tard, lorsqu'elle était rendue adolescente, ben, elle se découvre un talent inné pour la mécanique et se met à travailler sur le chantier de construction de vaisseaux et amasse par la suite suffisamment de crédit pour s'offrir le fameux vaisseau, la Toison Écarlate.
Puis là, après plusieurs missions pour faire ses preuves, ben, elle attire le regard des Hutt. Puis maintenant, ben, elle se fait confier des missions en lien avec leur commerce de denrées et de technologies issues du marché noir. Puis là, elle commence maintenant à bien gagner sa vie. Fait que c'est un peu un retour sur tout ce qui s'est passé dans le passé pour elle. Là, on revient à Musk qui s'impatiente puis demande à Hilo de contacter la sécurité pour lui dire de leur permettre de tout de suite atterrir car ils sont pressés, ils n'ont pas le temps d'attendre l'autorisation. Puis évidemment, elle refuse car c'est pas du tout de cette façon-là que ça fonctionne. Puis au même moment, la sécurité les contacte pour leur dire que leurs codes ont été validés et qu'ils peuvent se diriger au point d'appontement A17 au niveau des installations de la corporation Randili. Puis là, par contre, on voit à ce moment-là que Hilo est un peu inquiète parce qu'elle croyait se rendre dans une installation militaire de la République pour livrer des prototypes de moteurs à ion, pas dans une espèce de corporation quelconque. Là, par contre, elle est contente, elle nous explique, si on veut, qu'elle est contente de livrer ces moteurs de contrebande à la République, qui en a beaucoup besoin. Peut-être même que si ça fonctionne bien, cette livraison-là, ils vont vouloir en commander beaucoup d'autres aux Hutt. Ça serait quelque chose qui serait très bien pour elle et ses futures livraisons. Là, évidemment, une fois atterrie sur la plateforme, là, elle coupe le moteur sublimique, mais elle laisse évidemment allumer le générateur d'hyperpropulsion pour lui permettre de quitter rapidement le système corellien si jamais c'est nécessaire. Ensuite, elle sort du vaisseau, suivie de près évidemment par Musk. Un droïde de protocole l'informe qu'elle n'a pas la permission de se poser ici et qu'elle doit immédiatement déplacer son vaisseau. Musk sort sur la passerelle à son tour et dit aux droïdes qu'ils sont envoyés par Barga le Hutt et qu'ils ont une livraison spéciale à destination de la corporation Randili. Puis là, on voit qu'il a son fusil blaster pendu à l'épaule, faire un peu plus de pression. Puis Musk lui dit d'aller vérifier tout de suite sur ses ordinateurs. Bien, évidemment, le droïde décide de retourner vérifier le tout. En retournant au vaisseau, Hilo remarque que le générateur d'hyperpropulsion a été coupé. Puis là, elle est furieuse. Elle se dirige rapidement en direction du compartiment habitable du vaisseau pour retrouver Musk. Mais elle se rend compte bien vite que finalement, il ne semble pas du tout au courant de ce qui s'est passé. Puis là, elle décide de se rendre au cockpit. Puis elle constate que le voyant lumineux du générateur d'hyperpropulsion n'a pas l'apparence habituelle. Hilo est convaincu que c'est un signe et qu'ils sont tombés dans un piège. Fait que là, à ce moment-là, elle démarre les moteurs sublimiques pour quitter la planète, mais Musk lui colle son canon de fusil derrière la nuque puis il lui dit qu'ils vont aller nulle part. Là, évidemment, elle fait semblant de pleurer et profite de cette distraction-là pour désarmer Musk, puis pour justement inverser la situation. C'est maintenant elle qui menace Musk de son arme, mais au même moment, le Wiki, le partenaire de Musk, arrive et assomme Hilo à l'aide de la crosse de son fusil blaster. Puis là, tout d'un coup, tout devient sombre pour Hilo. Quelques minutes après, Hilo se réveille, encore engourdi par l'attaque du Wiki. Elle décide d'enfermer Hilo, ils décident, les deux mercenaires, d'enfermer Hilo dans l'une des soutes. Puis évidemment, comme c'est son vaisseau, Hilo avait prévu le coup. Là, elle a un moyen de s'échapper de la soute et même qu'elle en profite pour sortir du vaisseau. Puis là, elle va se cacher de l'autre côté de la plateforme d'atterrissage, en arrière de caisses vides entreposées. Là, on voit qu'il y a un représentant de Randili qui arrive, accompagné du droïde de protocole. Musk et le Wiki sortent du vaisseau. Puis là, Hilo commence à croire que finalement, ses sens l'ont peut-être trompé pour une fois et que finalement, la transaction aura lieu normalement, même qu'elle pense à un certain moment de peut-être sortir de sa cachette puis essayer d'expliquer le tout. Là. Mais évidemment, elle ne le fera pas. Deux droïdes entrent dans le vaisseau et ressortent avec les moteurs à ion, alors que le représentant remet 2 caisses de crédit aux mercenaires. Ensuite, le représentant repart de son côté et Musk et le Wookiee entrent les caisses de crédit à bord du vaisseau. Avant d'avoir le temps de retourner à bord du vaisseau, Hilo voit le vaisseau s'envoler. Et quelques instants plus tard, le vaisseau explose. Fait que là, elle comprend que finalement, ses sens ne l'avaient pas du tout trompé. Elle avait vu juste. Les caisses devaient être chargées d'explosifs. Puis là, évidemment, attristée par la perte de son vaisseau, mais quand même très contente d'être en vie, Hilo décide d'attendre la tombée de la nuit avant de se déplacer, avant de bouger. Puis là, elle réussit à s'infiltrer dans le garage de Randili et elle trouve une combinaison à sa taille,
avec je crois que c'est un casque de soudure pour justement se cacher puis passer inaperçu. Parce que Hilo, vous allez le voir si vous regardez un peu l'image que je vais partager pour l'émission de cette semaine. Elle a une coupe de cheveux assez particulière, là, donc un petit casque comme ça devrait la cacher un peu. En fouillant un terminal holographique, Hilo comprend qu'elle se trouve dans le département de recherche et développement de Randili. Alors, elle comprend à ce moment-là qu'ils ont été doublés, ou plutôt qu'ils ont doublé le HOT pour s'emparer de la technologie des moteurs à ion pour ensuite les construire eux-mêmes. Puis là, elle découvre aussi qu'un test de vol était planifié sur la plateforme d'atterrissage A23 concernant le projet nommé Avant-Garde, qui était une corvette capable de se déplacer à une extrême vélocité en développement depuis plusieurs années par les Randili. Depuis, l'Avant-Garde a été développée pour l'Ordre Jedi. Ça, elle apprend tout ça en fouillant dans ce petit holo-là. Puis tantôt, je vous parlais, quand je vous faisais le résumé du chapitre 8 du journal de Maître Nosdural, qui avait certaines notes qui étaient faites par Satali Shan, bien justement, lorsqu'on parle de l'attaque sur la planète Hoth, lorsque la République a perdu beaucoup de vaisseaux, ben, ça précisait que les vaisseaux en question étaient tous des prototypes de type avant-garde. Donc, ça fait un lien justement avec cette histoire-là. Donc, je trouvais ça quand même intéressant. Je voulais juste vous le mentionner ici. Par la suite, elle décide de voler ce vaisseau-là pour fuir la planète et peut-être même l'offrir ensuite au Hoth pour obtenir son pardon de l'échec de cette mission-là. Arrivée à la plateforme A23, elle tombe face à face à une femme qui lui dit qu'elle n'a pas l'autorisation d'être ici. Mais rapidement, Hilo réagit puis invente une histoire comme quoi que son patron l'envoie faire un contrôle de dernière minute avant que les tests soient lancés. Puis évidemment, la femme est dupée puis elle la laisse passer. Hilo découvre un vaisseau magnifique et équipé de toutes les dernières technologies. Puis là, elle se dirige rapidement dans le cockpit. Mais dans l'énervement, Hilo déchire un morceau de sa combinaison et tout à coup, son optimisme s'évapore parce qu'on le rappelle, là, elle est tellement superstitieuse qu'elle a l'impression que ce petit problème-là qu'elle vient d'arriver avec son déchirement va tout faire foirer, va tout faire tomber ce qu'elle est en train de réaliser. Mais là, évidemment, elle ne veut pas que ce simple trou dans sa combinaison fasse tourner sa chance. Donc, elle se dit comme quoi que toute la chance qu'elle a accumulée aujourd'hui pèsera beaucoup plus lourd que le petit trou dans sa combinaison. Donc, elle décide de voir ça plus de façon positive. Puis là, au moment de démarrer le vaisseau, Hilo n'arrive pas à trouver la commande d'allumage, mais en même temps, elle entend des bruits de pas et décide de se cacher derrière l'un des sièges passagers. On voit un homme qui arrive dans le cockpit et qu'évidemment, il démarre le vaisseau. Hilo constate que c'est un Jedi, mais elle décide quand même de l'assommer avant qu'il la voie. Puis là, ensuite, elle sort de l'appareil et décolle aussitôt de la planète et part en hyperespace en direction de Narshada. Là, arrivée à Narshada, Hilo a une nouvelle idée. Elle décide de ne pas aller voir Borja le Hoth, car il y a beaucoup de chances qu'il croit qu'elle a été tuée dans... Plutôt, comment je pourrais dire ça? Je dirais que le Hoth, présentement, il y a beaucoup plus de chances de croire que Hilo a été tué dans l'explosion du vaisseau. Donc, elle a peut-être une chance de garder le vaisseau pour elle, puis partir de son côté. Donc, elle décide de garder le vaisseau et de rendre visite à un vieil ami sur la planète Ord Mantell. Puis là, elle aperçoit une petite comète au loin et décide que, vu qu'elle est superstitieuse, que cette comète-là, c'est un bon présage qui lui dit que là, finalement, elle prend la bonne décision. Fait que, beaucoup guidé par, si on veut, justement ces superstitions, cette contrebandière-là. C'est comme ça que ça se termine la nouvelle. Fait que, une petite nouvelle. J'ai trouvé ça bien. Est-ce que j'ai vraiment aimé ça? Non, par contre, là, c'était très simple comme histoire. Puis j'ai aucune idée si ce personnage-là va revenir éventuellement. Mais qu'est-ce que j'ai le plus apprécié, par contre, dans l'histoire, c'est vraiment tous les passages où on en apprend un peu plus sur ce personnage, Hilo. C'est quand même intéressant. On voit que l'auteur voulait essayer de nous la faire connaître le plus possible. Tout le côté qu'elle est superstitieuse, le passé avec comment elle s'est retrouvée à devenir contrebandière, l'attaque entre la République, les impériaux, tout ça. Donc, c'était quand même très intéressant. Je vous dirais que
sais, c'est sûr que c'est une courte histoire qui est vraiment là pour nous présenter le personnage. Puis ça, si c'était vraiment le but principal, ben c'est réussi, là. J'ai l'impression d'en connaître beaucoup plus sur ce personnage-là. Puis je sais pas, par contre, si, comme je vous le dis, s'il va être présent, si elle va être beaucoup présent dans le jeu MMORPG The Old Republic. Moi, j'ai joué dans le passé ce jeu-là, puis je m'en rappelle pas, malheureusement. Mais j'ai quand même apprécié l'histoire, là. Vu que c'est pas très long, je vous suggère quand même de le lire si vous avez la chance de mettre la main dessus. Puis évidemment, comme toujours, cette courte histoire-là est disponible sur le site Star Wars Universe. Vous devrez être capable de la retrouver à cet endroit-là. Par contre, je ne sais pas à quel point, de mon côté, je veux en connaître ce personnage-là, parce que, comme je vous le dis, ça reste un personnage très secondaire. Là, puis je sais pas. J'ai quand même hâte de voir qu'est-ce qui réserve. Puis, mais vu que je ne sais pas si on va l'avoir encore, est-ce que c'était comme la seule histoire, puis on n'entendra plus jamais parler? J'espère que non, parce que ça serait un peu dommage. Le personnage est quand même intéressant, selon moi. Fait que c'est ça pour notre petite nouvelle cette semaine. Prochain épisode, ça risque d'être un épisode un petit peu plus court parce qu'on va, avant de se lancer dans un roman, on va avoir une dernière petite lecture à faire qui se trouve dans le livre des Sith. On l'a déjà vu dans le passé, ce livre-là. On avait vu certains passages. Mais là, on va avoir un autre passage qui se nomme Campagne de la bordure, jour 133 à 479, Malchus. Donc, bien hâte de lire ça. Je ne l'ai jamais lu, ça va être une première lecture pour moi. Donc, on va parler de ça au prochain épisode. Sinon, ben, comme toujours, si vous avez des commentaires, des questions ou vous voulez tout simplement m'écrire, ben, vous pouvez le faire au courriel masemaine.starwars@gmail.com. Je vous invite aussi à aller voir sur YouTube les courtes vidéos que je vous partage de mes nouvelles réceptions ou de nos lectures en cours. Puis, évidemment, les épisodes sont aussi disponibles à cet endroit-là. Sinon, il y a aussi ma page Instagram, Ma Semaine SW, où je partage mes lectures en cours, un peu des choses que je fais en lien avec Star Wars, ben, je vais les publier là. Puis évidemment, je repartage aussi mes vieilles courtes vidéos YouTube que j'ai jamais mis sur Instagram. Donc, je fais ça tranquillement de temps en temps. C'est pas une urgence, mais c'est une plateforme que j'aime bien parcourir de temps en temps. Sinon, évidemment, l'émission Ma Semaine Star Wars est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Donc, merci encore d'avoir été là cette semaine. C'était vraiment le fun. Puis, comme je vous dis tout le temps, ben, allez lire du Star Wars, écoutez du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit à très bientôt. Salut!